Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nos prisons débordent, la surpopulation carcérale a atteint des records cette année. Début septembre, on comptait près de 12 500 détenus en Belgique pour 11 000 places, soit 13% de surpopulation carcérale. Et le parc carcéral ne cesse de croître. Il y a quelques semaines, on apprenait que la prison de Saint-Gilles ne fermerait pas ses portes à la fin de l'année comme prévu, malgré sa vétusté, malgré les conditions de vie particulièrement difficiles des détenus et malgré l'ouverture de la méga-prison de Harren, Saint-Gilles est prolongée jusqu'à nouvel ordre. À l'occasion des Journées nationales de la prison qui se déroulent jusqu'au 24 novembre, on se penche sur les raisons de cette surpopulation carcérale et les pistes de solutions. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et on va tenter d'expliquer cette surpopulation carcérale dans notre première partie d'émission. Dans la deuxième partie, on s'intéressera aux activités de sensibilisation menées dans les prochains jours un peu partout dans le pays à l'occasion des Journées nationales de la prison. Et on fera un focus sur le Génépi, une association qui vise à décloisonner la prison et qui regroupe principalement des étudiants. Alors pour faire le lien entre ces deux parties, on accueille en studio Mireille Quadbach. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en anthropologie à l'ULB, vous êtes secrétaire du Génépi Belgique. Vous vous rendez régulièrement en prison à la rencontre des détenus. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et par téléphone, on accueille Marie-Aude Bernhardt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'UC Louvain, spécialisée notamment en droit pénal et en droit de l'exécution des peines. Alors, Marie-Aude Bernhardt, la surpopulation, je l'ai dit en introduction, elle n'a jamais été aussi importante en Belgique. Comment expliquer cette augmentation ? Alors la surpopulation s'explique de façon très claire par une inflation carcérale, donc par le fait qu'on incarcère de plus en plus. Quand on parle de surpopulation, ça veut dire qu'on a trop de détenus pour trop peu de places. En réalité, on ne cesse d'ajouter des places, on y reviendra certainement, on en parlera peut-être plus en détail, mais le parc pénitentiaire ne cesse de s'étendre. Il y a de plus en plus de places de prison qui sont construites. Et malgré tout, la surpopulation demeure, voire s'aggrave, parce qu'on continue d'incarcérer plus vite qu'on ne construit les prisons. Et on incarcère de plus en plus. Peut-être juste vous donner quelques chiffres, parce que je trouve que ce sont des ordres de grandeur qui sont quand même très, très interpellants. Si on retourne une trentaine d'années en arrière, sur les 30 dernières années, la population pénitentiaire a augmenté de plus de 66%. C'est considérable. C'est énorme. Et c'est considérablement plus que l'augmentation de la population belge sur la même période. Bien sûr, la population belge, elle augmente aussi, mais sur le plan strictement démographique, on parle sur cette trentaine d'années d'une augmentation d'un peu moins de 17%. Donc pour le dire très clairement, la population détenue a augmenté presque 4 fois plus vite que la population générale. C'est énorme. C'est énorme et pourtant, les chiffres de la criminalité ne sont pas nécessairement en hausse et pas autant en hausse. Non, ils ne sont pas en hausse, vous avez tout à fait raison. Les criminologues parlent même de crime drop, donc le fait qu'il y a plutôt, en tout cas pour certains types d'infractions, une baisse de la criminalité enregistrée. C'est en particulier le cas pour les atteintes aux biens. Les atteintes aux biens sont en diminution. Pour les atteintes aux personnes, les chiffres sont un peu plus stables, mais quand même, il y a une diminution de nouveau assez nette des décès par violence, donc des atteintes aux personnes les plus graves. Mais ça peut surprendre, et ça surprendra sans doute vos auditeurs, mais en fait, les criminologues ne sont plus surpris par ce genre de réalité parce que les études démontrent depuis longtemps qu'il n'y a pas de lien évident entre la délinquance et la population carcérale. Ces deux phénomènes qui ne sont pas corrélés comme on pourrait l'imaginer. Et en fait, il y a des études qui ont été réalisées qui démontrent que ce à quoi la population carcérale est le mieux corrélée, c'est à l'insécurité, notamment l'insécurité économique dans la population. Donc, ce qui fait qu'on incarcère, c'est les réactions du système pénal. Et le système pénal ne réagit pas simplement au nombre d'infractions qui sont commises, mais il réagit aussi à la manière dont la population perçoit un besoin de sécurité.
Mhm. Alors, pour revenir effectivement sur les causes de cette surpopulation, le Conseil central de surveillance pénitentiaire, dans son rapport annuel qui est sorti il y a quelques semaines, disait que une des causes, c'était notamment l'exécution des peines de 2 ans ou moins. C'est-à-dire qu'avant, c'était des peines qui n'étaient pas réellement exécutées. Les personnes n'allaient pas vraiment en prison pendant 2 ans ou moins, alors qu'aujourd'hui, suite à une décision du ministre de la Justice, les personnes vont en prison et font leur peine. Alors c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Il n'est pas tout à fait exact de dire que précédemment les personnes n'exécutaient pas ce que dans le jargon des juristes on appelle parfois, et je trouve ça terrible comme expression, mais les courtes peines. Donc on parle en fait de peines jusqu'à 3 ans. Et pendant longtemps, les peines jusqu'à 3 ans, elles étaient un peu hors cadre légal, c'est-à-dire qu'au lieu de leur appliquer la loi, on travaillait uniquement sur base de circulaires de l'administration, et donc ces textes bougeaient un petit peu tout le temps, mais en gros, le système c'était que ces personnes faisaient une partie de leur peine sous bracelet électronique, et puis bénéficiaient d'une libération provisoire. Donc c'est pas que la peine n'était pas exécutée du tout, elle était exécutée sous une modalité spécifique qui est la surveillance électronique. Mais donc c'est vrai que l'essentiel de ces condamnés, il y avait des nuances, des exceptions, mais la plupart de ces condamnés jusqu'à 3 ans ne passaient pas par la case prison. Et ça, évidemment, c'était tout bénéfice pour la surpopulation carcérale, parce que c'était autant de condamnés qu'il ne fallait pas absorber dans le système intramuros de la prison. Le ministre précédent a effectivement décidé qu'on mettrait ces peines à exécution. Dorénavant, comme la loi le prévoit, c'est-à-dire en passant normalement par la case prison et en ne sortant de prison que sur décision d'un juge, qui est le juge de l'application des peines. Sur le plan des principes, ça n'est pas choquant parce que c'était inscrit dans la loi depuis longtemps et en réalité, on attendait depuis 15 ans de mettre cette loi en vigueur pour les condamnés jusqu'à 3 ans. Donc sur le plan de l'état de droit et du respect des principes, c'est assez normal qu'on ait décidé d'appliquer la loi également à cette catégorie de condamnés, mais c'est vrai que tous les signaux étaient au rouge et que tous les directeurs de prison en particulier avaient tiré la sonnette d'alarme en disant on ne peut pas pour le moment se permettre le luxe de mettre à exécution en prison toute cette peine jusqu'à 3 ans, parce que la surpopulation carcérale va exploser. À quoi le ministre avait répondu non, ne vous en faites pas, il y aura plein d'autres solutions, on va construire des maisons de détention, et peut-être, ça c'était un espoir mais qui ne s'est pas encore vraiment vérifié, et peut-être aussi que les juges correctionnels vont s'adapter, parce que jusqu'ici, ils vivaient quand même un peu dans l'idée que les peines jusqu'à 3 ans n'étaient pas véritablement exécutées puisqu'elles ne l'étaient pas en prison. Et donc parfois ils avaient tendance à imposer une peine plus lourde dépassant 3 ans pour avoir la certitude que le condamné passerait bien par la case prison et n'en sortirait que sur décision d'un tribunal de l'application des peines. Alors, le 22 février dernier, le Parlement fédéral votait le projet de loi qui introduisait le livre premier du Code pénal et l'une des dispositions phares stipulait que la peine d'emprisonnement devait devenir l'ultime recours. Est-ce que ça, c'est suivi des faits ? Alors cette idée que la peine privative de liberté devrait être le dernier remède, la solution ultime, c'est quelque chose qu'on répète comme un refrain lancinant depuis des années. Et le nouveau code pénal a le mérite de l'inscrire maintenant effectivement officiellement dans la loi. Bon, il faut savoir que ce nouveau code pénal ne s'applique pas encore, il ne s'appliquera qu'en 2026. Mais on n'a pas attendu le nouveau code pénal pour avoir toute une série de peines et de mesures alternatives. En fait, sur le plan des textes législatifs, la Belgique est un bon élève. On a pris des tas de choses pour tenter de remédier à ce recours massif à la prison. On a des tas de peines autres que l'emprisonnement. On a la peine de travail, la peine de surveillance électronique, la peine de probation où le condamné doit remplir un certain nombre de conditions. On a aussi comme alternative à la détention préventive la possibilité de laisser le suspect en liberté avec des conditions. Tout ça existe depuis parfois très longtemps. Et ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, toutes ces mesures et peines alternatives sont prononcées massivement. On est même parmi les pays du Conseil de l'Europe qui utilisent le plus toutes ces mesures alternatives, sauf que elles ne s'avèrent pas en pratique être des alternatives à l'emprisonnement.
c'est-à-dire qu'elles traduisent ce que les criminologues appellent une extension du filet pénal. C'est imagé, mais ça dit bien ce que ça veut dire. On prononce toutes ces peines et mesures alternatives à l'égard de condamnés qui, autrement, ne seraient de toute façon pas allés en prison. Celui qui se voit condamné à une peine de travail, c'est par exemple celui qui a commis une infraction de roulage un peu sérieuse, qui ne serait pas allé en prison à l'époque où la peine de travail n'existait pas, mais qui aurait sans doute eu une amende assez salée. Et donc, les alternatives, au lieu de servir d'alternative à l'emprisonnement, servent d'alternative à d'autres mesures moins fortes en réalité, et donc on se rend compte qu'on étend l'emprise du système pénal. Donc les textes sont bons, c'est les pratiques qui vraiment doivent être adaptées. Oui, les pratiques doivent être adaptées. Alors on va continuer à parler avec vous, Marie-Aude Bernhardt, dans un instant, des pistes de solutions qui sont sur la table ou que vous pourriez suggérer, mais j'ai envie de me tourner en studio vers Mireille Quadbach. Donc je le rappelle, vous êtes étudiante en anthropologie à l'ULB et secrétaire du Génépi Belgique, une association qui fait notamment des ateliers, des activités en prison. Quel impact pour vous cette surpopulation a sur les détenus que vous rencontrez lors des ateliers? Les conditions de vie, j'imagine, qui vous en parlent lors des ateliers. Mais qu'est-ce qu'ils vous en disent? C'est vrai que nous, en tant que membres du Génépi, on n'a pas accès à la surpopulation directe parce qu'on n'a souvent pas accès aux espaces des cellules et donc on ne la constate pas. Mais c'est un critère qui est présent de manière assez permanente et un filigrane qui est plus si transparent que ça. Quand on en parle avec les détenus, on parlait avec un détenu qui disait que ça faisait 14 ans qu'il réclamait d'être dans une chambre qui ne soit pas une chambre de 2 transformée en chambre de 3. 14 ans à 3 dans 9 mètres carrés, ça fait long et c'est épuisant. D'autres détenus nous parlent de prison à 3, 4, 5, c'est énormément et ça n'est pas normal. Et c'est épuisant du point de vue mental, quoi. Donc, en effet, c'est vraiment une caractéristique omniprésente dans la détention. Et puis, ça fait partie du quotidien, même dans les ateliers que nous on donne et qu'on vit aussi. On a déjà passé un atelier en entendant dans une cellule voisine les cris d'une femme pendant 2 heures. Alors pour nous, ça va parce qu'on passe 2 heures et puis on rentre chez nous, mais il faut imaginer que c'est le quotidien de centaines de personnes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, c'est vrai que quand on parle de surpopulation, ça veut dire qu'il y a des lits qui sont rajoutés, ça veut dire aussi parfois des matelas qui sont rajoutés par terre. On est vraiment dans des conditions qui sont réellement difficiles et inhumaines. Certains rapports, la Belgique a été condamnée plusieurs fois pour ces conditions d'incarcération inhumaine. Oui, évidemment. Alors, moi, en tant qu'étudiant, je ne suis pas particulièrement au courant des chiffres, mais la vétusté des prisons, on la voit et on la constate directement. C'est vrai que les lieux auxquels nous, on a accès sont généralement plus ou moins bien entretenus. Et encore, il y fait déjà très froid, il y fait déjà très humide ou à l'inverse très chaud en hiver. Et les détenus nous le disent, ils arrivent avec énormément de couches dans des salles où il fait très froid, qui ne sont pas chauffées. Ils nous expliquent que le chauffage fonctionne entre tel et tel mois, peu importe les températures. Et donc, ça fait partie de leur quotidien de manière continuelle, quoi. Alors, Marie-Aude Bernhardt, quand on entend ça, la réponse des gouvernements qui se sont succédés, ça a été plutôt de construire des nouvelles prisons en disant, pour lutter contre la réalité carcérale, pour lutter contre les conditions de vie difficiles dans des prisons comme Saint-Gilles, comme Forêt, on va construire une nouvelle prison comme Arennes. On a construit cette méga-prison, mais résultat, elle est déjà remplie et ça n'a pas vidé Saint-Gilles et du coup, finalement, on ne ferme pas Saint-Gilles. Donc pour vous, augmenter le nombre de places pour réduire la surpopulation, ça peut paraître logique sur papier, mais en vrai, ça ne fonctionne pas. Oui, et alors, c'est pour moi, mais c'est surtout pour des tas d'autres observateurs, notamment des observateurs internationaux, qui à nouveau le disent et le répètent depuis tellement longtemps. Donc le Conseil de l'Europe qui fait régulièrement des visites en Belgique, le CPT en particulier, le Comité de prévention de la torture, l'écrit dans tous ses rapports à la Belgique depuis des années. Effectivement, ce qu'on appelle parfois l'extension du parc carcéral, la construction de nouvelles prisons, n'est pas une solution parce qu'on a pu le constater, et on le constate en Belgique comme ailleurs, c'est en fait un appel d'air à incarcérer davantage. Plus on construit, plus on remplit. On le vérifie absolument partout.
Et c'est en plus une solution, il faut quand même aussi en informer le citoyen, qui coûte une fortune. Donc les nouvelles prisons que l'on construit en Belgique, c'est systématiquement sur un modèle de partenariat public-privé, où en fait l'État fait construire des prisons par des consortiums d'entrepreneurs privés et puis loue ces prisons pendant 25 ans avant d'en devenir propriétaire. Mais il faut savoir qu'une place en prison construite en partenariat public-privé, c'est un tout petit peu moins de 40 000 € par an. Et on paye ça pendant 25 ans. Donc pratiquement 1 million d'euros pour une place en prison. Oui. Sur les 25 ans où l'État doit y aller de sa poche. Mais alors, comment expliquer selon vous que tous les experts le disent, on dirait que tous les acteurs du secteur, que ce soit les avocats, les directeurs de prison, les professeurs d'université, les chercheurs, les comités internationaux, tout le monde dit qu'il ne faut pas faire ça, que ça coûte cher. Et comment expliquer que vous n'êtes pas entendus ? Je crois qu'il y a une culture à laquelle on participe tous un peu, du tout à l'emprisonnement. Il y a cette idée que la peine d'emprisonnement est de très loin la plus visible de toutes les peines. Et donc, dans l'imaginaire, dans l'opinion publique, il y a cette idée que c'est la seule peine efficace, dissuasive, ce qu'elle n'est pas, par ailleurs, ça on peut en parler aussi, mais oui, il y a 70% de récidive aussi, on peut le dire. Il y a ce fantasme qu'il n'y a que la prison qui marche, alors que là aussi on répète quand même, et on démontre depuis bien longtemps que la prison ne fonctionne pas. Pour ce qui est de prévenir la récidive, la seule fonction que la prison remplit bien, il faut quand même lui reconnaître ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'incapacitation, c'est-à-dire le temps que vous êtes en prison, vous êtes mis hors d'état de nuire. Mais bon, c'est un temps qui a une fin dans la plupart des cas, dans toute grande majorité des cas, et le retour à la vie libre est généralement désastreux. Donc il y a cette espèce de... dès que vous lisez la presse, dès que vous lisez les forums, dès que vous lisez les posts sur les réseaux sociaux, vous vous rendez quand même compte que dans une toute grande partie de l'opinion publique, il y a cette idée qu'il faut incarcérer si on veut protéger la société. Et donc le pouvoir politique, je suppose, a du mal à avoir le courage de contrer cette idée. Ça suppose de faire beaucoup de pédagogie. Et parfois c'est compliqué vis-à-vis de son électorat d'oser aller à rebrousse-poil et d'oser dire que on ne va pas construire davantage de prisons, qu'on va se contenter de rénover l'existant, voire peut-être même fermer l'une ou l'autre prison, et investir toute cette manne financière considérable dans d'autres dispositifs qui, eux, font davantage leurs preuves. Comme la prévention et la réinsertion, par exemple, ou les maisons de détention, par exemple, qui étaient un modèle qui, de nouveau, peut paraître intéressant sur papier. Donc, des maisons de détention plus petites, où on fait un vrai travail d'accompagnement. Mais le problème, c'est que pour le moment, il n'y en a que 2 et que les autres annoncées, finalement, ne sont pas encore ouvertes. Oui, toujours dans cette idée que la prison, je dis tout le monde en veut beaucoup, je caricature peut-être, je force un peu le trait, mais on est quand même dans une société où on pense qu'il faut beaucoup de prisons, mais en même temps, personne n'a envie d'avoir une prison près de chez soi. Et donc, il y a ce syndrome du « not in my backyard », on ne veut pas vivre dans une commune qui accueillerait une maison de détention. Et donc, malgré l'intention politique affichée de construire de nouvelles maisons de détention ou d'en ouvrir de nouvelles, on a énormément de mal à effectivement trouver des lieux. Je voudrais peut-être juste rebondir sur quelque chose qui a été dit à propos des effets de la surpopulation. Donc on a parlé des effets sur les détenus et ils sont dramatiques, mais il faut se rendre compte aussi que la surpopulation a des effets délétères pour le personnel, que c'est extrêmement pénible pour le personnel de travailler dans des prisons surpeuplées, et le personnel pénitentiaire est une profession dans laquelle il y a énormément d'absentéisme parce qu'on trouve de moins en moins il y a un épuisement professionnel à travailler dans ces conditions-là et on perd un peu le sens de ce qu'on peut faire en prison quand on travaille dans des prisons surpeuplées. Mais c'est aussi des conditions qui sont très négatives pour la société dans son ensemble, parce que dans une prison surpeuplée, disons-le tout net, on ne sait rien préparer en termes de réinsertion. Toute l'idée qu'on va préparer le détenu à sa sortie et peut-être l'aider à être remis en selle
une fois que la peine privative de liberté prendra fin, ça, dans une prison qui est surpeuplée, c'est totalement illusoire. Et donc, c'est même un cercle vicieux en réalité, parce que la surpopulation, dans cette mesure-là, elle crée de la surpopulation, puisqu'on relâche des détenus qui... risque de récidiver. Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. Voilà, et la récidive va à son tour alimenter la surpopulation. Voilà. Merci beaucoup Marie-Aude Bernard. On va terminer ici cette première partie d'émission donc sur la surpopulation carcérale. Je rappelle Marie-Aude Bernard que vous êtes professeure à l'UC Louvain, spécialisée notamment en droit pénal et en droit de l'exécution des peines. On va poursuivre dans une deuxième partie avec vous, Mireille Quadbach, sur les journées nationales de la prison et en particulier sur les activités organisées par le GENEPI Belgique. On se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Pour cette deuxième partie d'émission, Adriana Calamantis, étudiante en droit à l'Université Saint-Louis à Bruxelles et présidente du GENEPI Belgique, nous a rejoint. Bonsoir Adriana. Bonsoir. Alors Adriana, est-ce que vous pourriez nous présenter le GENEPI ? C'est quoi et quelle est la philosophie de cette association ? Alors le GENEPI, c'est une association qui a commencé en France parce qu'il y a des personnes détenues qui ont commencé des luttes sociales en prison et ça a amené à un mouvement de masse et donc plein de jeunes étudiants se sont dit qu'ils allaient créer tous ensemble une association pour défendre leurs droits et transmettre les informations qui sont dans la prison, à l'extérieur des murs de la prison. Et donc du coup ça a beaucoup influencé la Belgique aussi qui a commencé à créer la sienne. Et pendant la période du Covid, c'est une association qui était dormante. Ça fonctionnait plus trop. C'était difficile d'accéder à la prison, surtout en période de pandémie. Et donc, du coup, moi, personnellement, j'ai connu le GENEPI à travers une autre association, ELSA, la European Law Students Association, à travers laquelle j'ai pu... faire un atelier à la prison de Marchand-Famenne. Ça m'a beaucoup plu, donc je m'y suis intéressée sur un plan personnel. Et avec Cédric et d'autres amis, on a décidé de faire revivre cette association. Et donc voilà, aujourd'hui, cette année, elle prend naissance. Oui, c'est ça, elle renaît un peu. Et donc, on l'a dit, ça regroupe principalement des étudiants. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Adriana, à vous impliquer ? Alors, vous dites, j'ai participé à un premier atelier, mais qu'est-ce qui vous a intéressé finalement dans la prison ? On peut se dire que l'emprisonnement, la détention, c'est pas nécessairement le sujet le plus sexy, entre guillemets, pour des étudiants. Qu'est-ce qui vous pousse à vous y intéresser ? Moi, personnellement, j'ai toujours été intéressée par les droits de l'homme. Donc, je pense que voir ces personnes, avoir ce contact humain, alors qu'on a plein d'a priori ou d'idées sur la prison et les voir en vrai, et donc déconstruire toute cette idée qu'on se fait à propos de ces personnes-là ou même du système carcéral en général, c'était très intéressant et même très émouvant pour moi. Et voilà, j'avais vraiment besoin aussi d'avoir dans mes études trouvé ce côté concret, savoir que de mon côté je peux agir. Et je pense que pour moi l'essentiel c'est cette humanité que je trouve qu'on retrouve pas forcément tous les jours et surtout pas dans des études aussi théoriques que celles du droit. Donc c'était surtout ce contact qui m'a énormément touchée et qui m'a donné envie de revoir ces personnes. Et vous, Mireille Quadbach, donc je rappelle, vous êtes secrétaire du GENEPI Belgique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer ? Alors moi, je suis étudiante en anthropologie, donc c'est vrai que mes études ne me lient pas directement à la prison, mais j'ai décidé de dédier mon mémoire à la question de la prison et plus particulièrement les femmes emprisonnées. Et donc il y a évidemment un intérêt personnel qui joue énormément. Et je pense qu'en Belgique, on le sait, la question carcérale, elle est critique parce que la Belgique est sans cesse condamnée pour non-respect des droits humains. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de devoir démocratique en tant que citoyen de s'intéresser à des personnes qui n'ont pas droit ni à l'écoute ni à la parole. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet pressant du côté carcéral. Et quels sont les types d'activités que vous organisez vraiment en prison pendant l'année ?
Alors, nous, on organise... Donc, pour aller en prison, déjà, il faut avoir un certain prétexte, disons. Donc, il faut toujours que notre sujet plaise à la prison. Et donc, à la prison de Marche-en-Famenne, on a commencé par faire des ateliers sur les droits de vote des personnes détenues. C'était intéressant, mais évidemment, pas beaucoup de personnes se sont inscrites parce qu'ils sont tellement déshumanisés que... Pour eux, ça vaut même pas la peine en fait de se poser des questions par rapport à ça, parce que déjà la prison ne leur donne même pas un moyen de voter à l'intérieur de la prison. Mais donc on a commencé comme ça, et puis on s'est rendu compte en fait qu'un procès fictif les intéressait vraiment. Et donc on s'est dit qu'on allait construire ce nouveau projet. Et ils sont surtout demandeurs d'intégrer la justice réparatrice à travers le système judiciaire actuel. Et donc, on a décidé de mêler les deux. Et voilà, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on n'est qu'au début. Ouais. Et vous, Mireille, c'est vrai que vous nous avez parlé tout à l'heure d'ateliers que vous menez et qui fait que parfois les détenus parlent de leurs conditions de détention. Quels sont les types d'ateliers que vous menez et peut-être qu'est-ce que ça vous apporte, vous personnellement, d'avoir ce contact avec eux? Du point de vue du sujet des ateliers, c'est vrai que ça peut être très large. On parlait des droits humains, du droit de vote. C'est des thématiques qui sont assez larges et qui permettent de donner la parole aux détenus. L'idée, je pense, et la première idée, c'est de recevoir leurs paroles, de les écouter, parce que c'est une écoute auquel ils n'ont pas souvent droit dans leur vie quotidienne. Et je pense que leurs témoignages, ils vont de juste raconter une journée qu'on ne s'imagine pas forcément à dénoncer des injustices qu'ils vivent et dont on ne se rend pas forcément compte. On parlait de surpopulation, c'est une des réalités hyper frappantes en prison, mais il y a des réalités plus sournoises qu'on se représente plus difficilement en tout cas. Donc le rapport avec la direction, le rapport avec les agents pénitentiaires, ce sont toutes des thématiques auxquelles on n'a pas forcément accès si on ne les rencontre pas directement. Et donc je pense que c'est un apport hyper important de les voir en vrai et de pouvoir recevoir leurs paroles. Et comment vous arrivez à toucher les étudiants? Est-ce que c'est facile en fait de recruter, je ne sais pas si c'est le bon mot, je dis recruter entre guillemets, mais d'intéresser en fait d'autres étudiants à cette thématique? Eh ben, je dirais que la prison, c'est quand même un thème qui intéresse pas mal de gens parce que les gens sont curieux. C'est pas forcément de la curiosité mal placée, mais c'est juste de la curiosité. Je pense aussi que tant qu'on ne fait pas ce pas, tant qu'on n'y va pas une fois, qu'on ne se rend pas compte des réalités, en fait. Des réalités, même des gens avec qui on travaille, c'est pas forcément intéressant, donc on va pas forcément avoir envie d'y aller. Tandis que si les gens ils s'y mettent vraiment une fois pour toutes, je pense qu'ils y trouveront leur intérêt, mais... Ça reste compliqué, quoi. Et c'est vrai que, on l'a dit, les journées nationales de la prison, elles ont commencé là, le 14 novembre et jusqu'au 24, il y a toute une série d'activités qui sont organisées en Wallonie et à Bruxelles. Le thème de cette année, c'est la prison, monde invisible. Mireille Quadbach, est-ce que pour vous, ça fait ce type de journée, ce type d'événement où il y a des expositions, des projections, débats, des conférences et autres, est-ce que ça permet justement de visibiliser ce qui se passe en prison? Oui, évidemment, je pense que rentrer en prison, c'est assez confrontant et donc ça peut rebuter, alors que là, c'est une porte ouverte qui est bien plus accessible et les événements culturels sont particulièrement divers et donc il y a moyen d'avoir accès à la formation de façon assez différente. Il y a des projections de films, des expositions, des débats et ça permet d'encercler le sujet et de traiter différents aspects de la prison tout en étant... assez éloigné et parfois très théorique, et donc je pense que c'est hyper important de faire découvrir la réalité carcérale. Beaucoup d'événements reprennent la parole de détenus et donc permettent d'avoir accès à une information qui est directement sourcée, et d'autres abordent des questions carcérales du point de vue plus théorique à travers le droit ou des questions plus anthropologiques, et donc c'est primordial pour faire passer la réalité en dehors des murs de la prison. Alors je mets en avant 2 événements, par exemple le mardi 19 novembre au Caméo à Namur, le mercredi 20 novembre au Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles. Il y a une projection débat d'un documentaire qu'on a beaucoup aimé ici, qui est La Peine, réalisé par Cédric Gerbehet. Donc c'est ces 2 événements qui sont organisés par le CAL Namur et Bruxelles Laïque. Un autre événement plus politique, parce qu'on a parlé plus tôt dans cette émission de la surpopulation, des réponses politiques. Donc il y a un midi pile qui est organisé par le Centre d'action laïque
qui s'appelle « Les oubliés du système carcéral, quelle prise en charge ?» Et donc, on va interroger les représentants politiques. Ça, c'est le mercredi 20 novembre à Bruxelles. Et tous les événements peuvent être trouvés sur le site internet des Journées nationales de la prison. C'est jnpndg.be. Donc, jnpndg.be. Et pour le Génépi, est-ce qu'on peut renvoyer vers un site internet, une page Facebook, un compte Insta ? La page Instagram du Génépi est la plus active, et donc c'est Génépi Belgique. Et sinon, la page Facebook recense aussi la plupart des événements qu'on organise. Et j'imagine que tous les étudiants ou toute personne intéressée par vos activités peut vous rejoindre. Vous continuez à essayer de trouver des personnes pour se mobiliser. Ah oui, bien sûr, les gens ils peuvent rejoindre quand ils veulent, ils peuvent même être simplement spectateurs ou vraiment vouloir faire partie de l'association et la faire tourner, mais c'est au bon vouloir de chacun et ça se base sur vraiment une question de volonté. Oui, et surtout, une fois qu'on a commencé, vous l'avez dit, une fois qu'on est touché, ça ne peut que nous toucher, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle soirée.